Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Il est 20h, les titres du journal. L'actualité à la une ce soir, Wattu, le collectif des victimes des événements de 2021-2024, toujours en attente de justice. Les membres demandent une indemnisation équitable pour toutes les victimes des événements politiques de janvier 2021 à février 2024, à suivre le compte-rendu de Aïssatouka. Décharge de Mbebes, le ministre Moussa Bala Fofana interdit la présence des enfants sur le site. Le ministre en charge de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires promet de moderniser les lieux. Il y a effectué une visite. Le compte-rendu de Momodou Lamine Fati à suivre également dans cette édition. Pèlerinage marial de Poponguine, la 136e édition se prépare. Plus de 200 000 pèlerins sont attendus sur place. La Sen'Eau et la Sénélec ont mis les bouchées doubles pour un bon déroulement de l'événement prévu les 18, 19 et 20 mai 2024. Et en culture, festival de jazz, lancement de la 32e édition dans la vieille ville. Durant 5 jours, Saint-Louis sera la capitale du jazz. Le point dans ce journal avec notre correspondant permanent Momar Alisnian. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. À l'entame de ce journal, nous reparlons des événements politiques, des violences politiques de janvier 2021 à février 2024. Les victimes de ces événements, toujours en attente de justice, regroupées en collectif. Les membres ont rencontré les journalistes ce matin pour réclamer leurs droits. Je vous propose de suivre le compte-rendu signé Aïssatouka. Le collectif qui regroupe les victimes des événements politiques de janvier 2021 à février 2024 ne compte pas garder le silence sur les injustices vécues. Les dégâts subis lors de ce contexte politique agité restent encore dans les mémoires. Les pertes sont incommensurables. En 5 minutes, on peut détruire le bien d'autrui qu'elle a pu réaliser en 5-10 ans ou plus. Beaucoup de personnes ont perdu la vie. Beaucoup de personnes ont perdu des biens matériels ou immatériels, ont été emprisonnées, ont été blessées ou malheureusement ont perdu la vie. Il est inconcevable d'être victime et d'être interdit d'en parler à cause d'une loi inique et abusive. La plupart des victimes évoluent dans le milieu informel, surtout le secteur du commerce qui représente 95% des activités économiques du Sénégal. Les commerçants ont l'habitude de payer le plus lourd tribut chaque fois qu'il y a ce genre de manifestations. En tant que citoyens et acteurs, nous allons jouer notre partition pour la réparation de cette injustice. Surtout quand ce secteur regroupe plus de 95% des activités économiques du Sénégal, selon les statistiques de l'ANSD. Le collectif réclame leurs droits et garde espoir que les indemnisations se feront. Nous ne commandons rien. Nous ne faisons que réclamer nos droits les plus élémentaires. Nous ne souhaitons pas subir le dilatoire et nous pensons que les autorités en sont conscientes. Quant aux indemnisations, nous sommes persuadés que si elles sont effectuées dans les règles de l'art, elles ne feront que rendre justice et participer au renforcement de la cohésion nationale. Après la décision du président Bassirou Diomaye Faye de mettre en place une commission d'indemnisation des victimes des événements politiques de janvier 21 à février 24, le collectif Wattu se lance dans une mission au bénéfice exclusif des concernés et attend avec impatience la réaction de l'État. Aïssatouka, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, était à Mbebes. Moussa Bala Fofana a visité la décharge. Plusieurs décisions ont été prises lors de la visite. Il est interdit désormais la présence des enfants sur le site, entre autres mesures. La modernisation et l'amélioration de la gestion de cette décharge vaste de plus de 100 hectares. Les précisions de Momodou Lamine Fati. Pour sa première visite à la décharge de Mbebes, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a interdit la présence des enfants dans la décharge. Les conditions dans lesquelles les gens travaillent ici, c'est des conditions qui ne peuvent pas continuer parce que ça nuit à la santé des hommes et des femmes qui sont ici.
Je me pose des questions sur leur espérance de vie, sur leurs conditions de vie. Je vois des enfants, et d'ailleurs, c'est l'une des décisions qu'on va prendre. On ne peut plus tolérer des enfants dans cette décharge. Et ça, j'espère que ceux qui dirigent aujourd'hui ce centre prendront cette note assez claire. On ne peut plus autoriser des enfants dans cet endroit-là. C'est inacceptable. Plus de 3000 récupérateurs travailleurs sur 116 hectares. Une situation qui préoccupe le ministre Moussa Balla Fofana, malgré les milliards de francs CFA investis dans la décharge. Investissements qui n'ont pas amélioré les conditions de travail des récupérateurs. J'aimerais lancer un message pour leur dire qu'ils ne sont pas un problème. Au contraire, la récupération qu'ils sont en train de faire aujourd'hui a un impact sur le volume. Mais l'avenir, pour nous, c'est des métiers beaucoup plus modernes. C'est des métiers dans des unités industrielles de gestion et de transformation des déchets. Le gouvernement adopte une nouvelle approche pour la gestion de la décharge de Mbobos. Et de focaliser notre action sur l'installation d'unités qui vont pouvoir véritablement traiter un volume assez important et pouvoir sortir Mbobos de cette situation et les riverains de cette situation. Accompagné de ce service, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Moussa Balla Fofana, engage le gouvernement à moderniser la décharge de Mbobos. Mamadou Lamine Fati, en marge de cette visite du ministre des collectivités territoriales interpellé sur la grève des travailleurs municipaux, Moussa Balla Fofana a souligné l'importance de trouver solution à cette crise. Selon lui, cette grève a un impact financier de 21 milliards de francs CFA. Je vous propose de le suivre. Et ce plan-là uniquement pour recevoir les syndicalistes, les écouter. Et leur dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser le développement de ce pays sans la décentralisation et sans les travailleurs qui y sont. Et ce que je voudrais, c'est qu'autour d'une table, que nous travaillions sur comment nous pouvons trouver une solution rapidement. Ce qu'ils ont accepté. Et je pense que vous qui êtes de la presse savez que c'est le premier groupe que j'ai reçu. Il y avait aussi un plan de travail parce que moi, je n'aime pas aller voir le Premier ministre ou le Président de la République pour présenter des problèmes. On y va pour présenter des solutions. Donc l'idée, c'était qu'on se réunisse, qu'on analyse et qu'on regarde comment on fait. Parce que je vais donner une information importante. On parle de 16 000 agents recrutés par les municipalités. On parle d'un impact budgétaire de 21 milliards de francs CFA par an. Ce n'est pas des choses qu'on peut traiter en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ce que je trouve regrettable, c'est qu'ils ne sont pas venus travailler comme je leur avais demandé. J'ai demandé maintenant aux maires d'assurer le service minimum. En rien, le fait de dire à un maire assure le service minimum, ce n'est pas à l'encontre du droit de grève du travailleur. Moi, les travailleurs, tout ce que je peux leur demander, et les syndicalistes, c'est de venir travailler sur un plan de sortie de crise. Ils l'acceptent, ils ne l'acceptent pas, c'est tout ce que je peux leur dire parce qu'ils ont le droit d'aller en grève. Par contre, ce droit qui leur dit d'aller en grève leur dit aussi, vous devez réserver, vous devez assurer un service minimum. J'ai arrêté. Revenant sur la baisse du coût de la vie tant attendue par les Sénégalais, le directeur exécutif de UNACOIS Diapo se prononce. Selon Ousmane Sy, le régime de Macky Sall avait dégagé la somme de 662 milliards de francs CFA en guise de subvention. Il soutient que pour la mesure du nouveau gouvernement du Sénégal, pour que cette mesure soit effective, il faut d'abord établir un dialogue sincère et transparent avec les acteurs concernés. Je propose de suivre Ousmane Sy au micro de El Hadj Malick Cissé. Le gouvernement sortant a fait des efforts incroyables avec un montant de subvention qui était plafonné autour de 662 milliards. Malgré tout, le problème persiste. Moi, je suis d'accord avec les propos qu'on prête au Premier ministre Ousmane Sonko. La solution est dans la relance de notre activité de production nationale. C'est là où nous pouvons tirer des solutions durables. Parce que toute autre mesure ne sera qu'une mesure conjoncturelle, donc provisoire, qu'on ne maîtrisera pas. Maintenant, pour être plus précis, sur cette question-là, la chance dont dispose l'État, c'est d'avoir en face de lui un acteur qui est suffisamment représentatif du marché. Les majors de l'importation du riz, de l'huile et du sucre, qui sont les trois denrées identifiées par le gouvernement pour être baissées, en majorité sont les membres de l'UNACOIS, dans une écrasante majorité. Donc ce dialogue-là peut ne pas être difficile. Je pense qu'il faut l'engager. Nous attendons que le gouvernement nous invite à en parler. Nous en parlerons de la manière la plus transparente, avec des données tangibles de marché, pour que le gouvernement voit bien à quel coût nous achetons, à quel coût nous chargeons
à quel coût nous déchargeons à Dakar et à quel coût le produit est acheminé auprès des consommateurs. À ce moment-là, nous regarderons ensemble s'il y a des niches ou pas de gains possibles sur les structures de prix. Mais ce n'est pas des choses qui se décrètent comme ça. C'est un travail minutieux qu'il faut engager et puis rester concentré et focus sur un dispositif de veille qu'il faudra mettre. Les propos de Ousmane Sindiaye, directeur exécutif de l'UNACOIS Diapo, recueillis par El Hadj Malik Sissé. Et nous allons à présent dans le Saloum, Kaolack, pour l'amélioration de la santé de reproduction. Enabel met sur la table 6 milliards de francs CFA dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre et l'accès aux soins de qualité dans le domaine de la santé reproductive. Le projet a réalisé des infrastructures dans les régions de Fatick, Kaolack, Kaffrine et Kaolack. Justement, Kaolack, je propose de suivre la correspondance de Sékou Diallo. Pour rendre effectif l'accès des femmes, des adolescents et des jeunes aux services de santé reproductive et lutter contre les violences basées sur le genre, l'intervention des labels dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine a permis à travers le ministère de la Santé de réaliser des normes d'infrastructure. En termes de réhabilitation, on a travaillé à travers différents centres et soins de santé. On a également donné du matériel médical et fait plusieurs formations à l'endroit des prestataires de santé. Alors il y a eu énormément d'efforts en termes de protection sociale en santé. Donc on a présenté les modèles d'UDAM qui sont des modèles de mutualité très importantes, qui permettent aux populations d'avoir accès à la santé à un prix modéré. L'idée, c'est d'avoir les services déconcentrés qui fonctionnent bien. Ces réalisations d'Enabel dans ces régions vont permettre au ministère de la Santé de renforcer le dispositif de lutte contre les violences basées sur le genre et l'accès aux soins de qualité dans les domaines de la santé reproductive. Au niveau du poste de santé d'Ngan, la construction, n'est-ce pas, du logement de la sage-femme, la construction aussi de l'espace ado jeune qui a été construit, qui a été équipé. Il en est de même aussi le CAU de Kaolack où pratiquement les victimes de VBH sont véritablement pris, n'est-ce pas, en compte. Autre aspect qu'il faut, à mon avis, souligner est, n'est-ce pas, la digitalisation qui a été mise en œuvre, n'est-ce pas, par Enabel au niveau, n'est-ce pas, du district sanitaire de Sokone. D'autres réalisations dans tous les départements des régions d'intervention vont permettre de toucher beaucoup plus de cibles et diminuer la fracture géographique de la santé. Ce serait un appui de pouvoir, dans leur perspective de prendre en compte, n'est-ce pas, les autres structures sanitaires, je veux dire, n'est-ce pas, la construction des espaces ados jeunes, je veux dire l'équipement, n'est-ce pas, de ces espaces ados jeunes-là, mais aussi de prendre en compte le plan SRMania NUT, n'est-ce pas, de la DCMO qui a été élaboré et véritablement un financement de ce plan-là serait un appui fondamental, n'est-ce pas, pour le système de la santé. Enabel intervient dans ces régions depuis plus de 3 ans avec une enveloppe qui tourne autour de 6 milliards de francs CFA. Sékou Diallo, formation annuelle en droit international, fin de la 4e édition, une initiative de plusieurs organisations et institutions dont la Cour suprême et la Fondation Frédéric Naumann. Durant des jours, les débats ont tourné autour du thème droit des transitions démocratiques. Une session de formation saluée par les participants. Le compte-rendu de Khadija Nadjoufa. 4 jours de formation ont pris fin ce jeudi, marquant la conclusion de la 4e édition de la formation annuelle en droit international. Rencontre sous l'égide de la Cour suprême du Sénégal, de la Fondation Frédéric Naumann et de l'Institut des droits de l'homme de Strasbourg. L'objectif de cette formation était d'apporter un complément aux juristes déjà formés dans le domaine. Cette formation, c'est de donner un plus à des juristes qui sont déjà formés et qui veulent se former encore plus particulièrement dans le droit international et dans les questions justement de bonne gouvernance et de droit, de justice et d'état de droit et qui font donc cette formation pour échanger sur ce sujet avec des spécialistes, mais aussi entre eux. C'est aussi une mise en réseau, un réseautage de très haut niveau.
Cette session spéciale de formation en droit international avait pour thème les droits de transition démocratique, un sujet qu'explique le professeur Isaac Yankobandiaï, agrégé en droit. Il y a transition démocratique selon le langage des transitologues lorsqu'il y a succession de deux périodes dans le temps et que la deuxième période annonce une troisième qui serait celle de la démocratie. C'est l'histoire de tous les coups d'État qui interviennent et qui disent que nous sommes là pour restaurer la démocratie à laquelle on tend. C'est ça la transition démocratique. Mais il y a des transitions chez nous qui ne ressemblent plus à des transitions tellement elles durent. Une transition, elle est éphémère, elle est provisoire. Mais celles que l'on rencontre chez nous en Afrique principalement, on a l'impression que ce sont des transitions temporisées, comme on dit. Concernant la culture démocratique au Sénégal, le professeur Isaac Yankobandiaï estime qu'il reste beaucoup à faire. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. C'est là où on se situe. Mais par rapport à d'autres, si on nous compare, effectivement, on dirait que le Sénégal il est stable. Généralement, on est stable là. On n'est pas dans une tradition politique, comme ceux qui ont connu des coups d'État où il y a un mouvement populaire qui se débarrasse du pouvoir là. Mais il y a parfois aussi des entorses aux règles démocratiques. Des certificats de participation symboliques ont été remis aux juristes participants qui ont salué cette initiative. Khadija Ndat-Diouf et puis la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Les préparatifs vont bon train. La CNO et la Sénélec font un travail d'arrache-pied pour un bon déroulement de l'événement religieux. Pour l'électricité, 500 millions de francs CFA ont été éjectés par la Société nationale d'électricité. Je vous propose de suivre Moutaga Kana. À Popenguine, les préparatifs du pèlerinage vont bon train. Le recteur de la Cité Sainte s'attelle au dernier réglage. On ne peut pas dire que tout est au point, mais en tout cas, nous nous attelons pour que tout soit au point. C'est pourquoi il y a toujours des équipes là où nous sommes au niveau du sanctuaire, surtout pour le nettoyage et le déblayage. Et en même temps, il reste une petite partie à couvrir parce que nous sommes dans une zone ensoleillée. Il nous fait savoir que l'eau a manqué durant l'édition de 2023. La CNO travaille à rectifier le tir. L'eau de Popenguine a beaucoup de calcaire. Et ce que nous avons constaté l'année passée, c'est qu'il y a une bonne partie au niveau du village qui n'avait pas d'eau parce que les tuyaux étaient bouchés. Donc, depuis une semaine, SNO est en train de faire un travail d'arrache-pied pour que ce phénomène qui s'est passé l'année passée ne se renouvelle pas cette année. Le directeur général de la Sénélec, qui était dans la Cité Sainte pour s'enquérir des installations électriques, s'en est félicité. Oui, le montant des investissements global pour cette année, ça tourne autour de 500 millions. Ces 500 millions sont répartis entre les deux postes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a 30 km de réseau basse tension qui ont été posés par les équipes. Et si vous voyez également, au niveau de la moyenne tension pour le raccordement de ces deux postes, ils ont posé des câbles moyenne tension malgré le sol qui est assez rocailleux et le relief également accidenté. Les évêques ont choisi cette année comme thème avec Marie, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix. Tagakan a noté que pour cette édition, plus de 200 000 pèlerins sont attendus à Popenguine et c'est le diocèse de Thiès qui sera à l'honneur pour l'animation de la messe solennelle. En prélude à ce pèlerinage, le comité d'organisation a fait face aux journalistes. On fait le point avec Nicolas Clément-Tchawa. À quelques heures de la 136e édition du pèlerinage national de Popenguine, tout est fin prêt pour accueillir les pèlerins. Les recommandations du chef de l'État ont été suivies à la lettre. L'annonce a été faite par le comité national d'organisation du pèlerinage national de Popenguine lors d'un point de presse tenu ce jeudi dans l'enceinte de la cathédrale de Dakar. Alors nous avons eu plusieurs rencontres avec les autorités, depuis la sous-préfecture du Signa jusqu'à la rencontre nationale qui s'est tenue au niveau du ministère de l'Intérieur. Alors nous avons été accompagnés durant tous ces préparatifs par les services décentralisés de l'État qui chaque année nous accompagnent,
que ce soit la gendarmerie, que ce soit la SONES, que ce soit la Sénélec, que ce soit Sonaged. Donc tous les services décentralisés de l'État qui nous accompagnent et qui nous aident dans le dispositif qui permet à tous les pèlerins de venir à Popenguine et de passer un bon pèlerinage. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'avec les promesses qui ont été faites et qui, je l'espère, seront toutes tenues, je pense que le pèlerinage peut se dérouler vraiment comme il se doit. Le diocèse de Thiès sera à l'honneur de cette 136e édition avec la célébration de la messe solennelle du lundi 20 mai qui sera présidée par son évêque, Monseigneur André Gueye, et animée par la coordination des chorales du Doyenné du Nord et des chorales du Djobas. C'est le diocèse de Thiès qui est à l'honneur, c'est rotatif. L'année dernière, c'était le diocèse de Kaolack et chaque année, on change de diocèse. Au Sénégal, nous avons 7 diocèses. Et pour permettre à chaque évêque de communier avec tous les catholiques du Sénégal et d'ailleurs, puisque le pèlerinage est annuel, a une dimension nationale et même internationale, donc on choisit chaque année un diocèse. Donc c'est tout simplement ça qui justifie le fait que c'est le diocèse de Thiès qui est cette année à l'honneur. Le diocèse qui est à l'honneur célèbre, anime la messe de lundi avec son évêque. Donc c'est Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, qui va présider la messe du lundi et les chorales de Thiès également vont animer la messe du lundi. Le thème retenu cette année est « Avec Marie, notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix » en référence aux troubles dans le monde qui pourraient aussi menacer notre pays. Alors c'est un thème très important qui permet à tout catholique et même à tout Sénégalais de prendre conscience de l'importance de la justice et de la paix. Et c'est avec la justice et la paix qu'on bâtit une nation, qu'on bâtit un pays. Pour permettre à chaque citoyen de vivre dans ce Sénégal comme il se doit être à l'aise, en bénéficiant de ses droits et en connaissant ses devoirs également. Chacun doit respecter l'autre. Et pour que nous ayons un Sénégal prospère, il faut que nous puissions être des artisans de paix et de justice. Ce pèlerinage, prévu les 18, 19 et 20 mai 2024, réunira, à l'instar des précédentes éditions, plus de 200 000 fidèles catholiques du Sénégal et de la sous-région au pied de Notre-Dame de la Délivrande de Popenguine. Clément Nicolas Tchaou, à ce stade du journal, on parle du sport, tournoi international du judo, 24e édition. Saint-Louis sera la capitale du judo les 18 et 19 mai 2024. Le comité d'organisation a rencontré les journalistes en prélude à cet événement. Selon le président, pour cette année, des difficultés sont à noter. Je vous propose de suivre la réaction de Ngor Faye au micro de Momar Alisnia. On organise parce que nous avons l'autorisation de la Fédération sénégalaise de judo. Et il y a la délégation qui va venir incessamment. Le contexte particulier, c'est-à-dire c'est les difficultés que nous rencontrons. Les difficultés, c'est quoi? C'est les sponsors. Les difficultés, c'est les gens qui vraiment devaient soutenir le tournoi ne sont plus dans l'administration, c'est-à-dire avec ce nouveau régime. Et on nous aurait dit peut-être que certains ne subventionneraient plus le sport et je pense peut-être que le judo ne fera pas partie. On fait appel à Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et peut-être qu'elle sera à Saint-Louis pour le festival de jazz et on profite de cette occasion pour lui dire de passer, nous faire l'ouverture de la 24e édition du tournoi international de la ville de Saint-Louis, donc qui aura lieu d'habitude au complexe Didier Marie de Saint-Louis. Les participants, nous avons les pays de la sous-région, c'est-à-dire la Mauritanie, les deux Guinées, Guinée équatoriale, Guinée-Conakry et Guinée-Bissau, et il y a la Gambie. Il y a aussi le Gabon et le Congo qui sont déjà au Sénégal. Ils ont participé au tournoi de Amagelo.
Et nous restons dans la vieille ville pour parler justement du lancement de la 32e édition du Festival de jazz. Durant une semaine, la ville de Saint-Louis va rythmer avec le jazz des personnalités de la musique en provenance d'Europe, d'Amérique et d'Afrique vont prendre part à ce rendez-vous culturel. La correspondance de Momo Halisnia. C'est le mythique bateau, le Bouyel Mogdat, que le comité d'organisation de la 32e édition du Festival de jazz de Saint-Louis a choisi donc pour cette cérémonie d'ouverture, de lancement de ce festival. Un festival donc qui est parti pour battre tous les records en termes de participation, puisque nous avons des artistes de renommée qui vont se produire sur ce festival. Il s'agit de Denise King, nous avons Sophie Lukacs, Carmen Souza, Cristiano Dominguez, Raphaël Palnier, Fine Feeder, Vance Oster et beaucoup d'autres groupes donc qui vont prester tout au long de ce festival. Un festival donc qui va également être accompagné de notre aspect économique avec une foire commerciale qui donne également l'occasion aux populations, mais surtout aux acteurs de l'économie, donc d'exposer et de montrer leur savoir-faire. Cet événement va officiellement commencer avec des concerts, c'est dans quelques heures. Et donc on est fait fin prêt, il faut aller un peu sur la place Ferrer pour voir que vraiment tout est en la place Bayek, que tout est en place et que donc on va démarrer ce festival avec donc des sonorités sénégalaises et puis on va remonter crescendo, on va clôturer avec du jazz américain. Depuis plusieurs années, un chantier a été ouvert pour qu'un budget soit inscrit au niveau du ministère de la Culture pour prendre en charge les frais relatifs à l'organisation de ce festival. Et c'est ce chantier que nous souhaitons, en tout cas dont nous souhaitons la réalisation, un chantier d'un budget de plus de 100 millions minimum par an. C'est tout à fait possible. Et j'espère que le ministre en charge de la culture donc, a reçu ses échos et nous satisfera à travers non seulement le Premier ministre, mais aussi à travers Monsieur le Président de la République. C'est parti donc, le top est donné. Saint-Louis va vibrer au rythme du jazz pendant une semaine. Des activités donc qui vont se dérouler à la place Bayandar, mais également dans les autres coins et recoins de la ville tricentenaire Saint-Louis du Sénégal. Fenêtre Fiara, la foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, à la découverte ce soir du stand de la solution pour l'agroalimentaire en Afrique, S3A, une entreprise spécialisée dans le conseil et les fournitures pour la transformation de la viande et du poisson dans les pays africains. S3A, c'est toute une gamme de produits destinés aux professionnels de la transformation de la viande. Aïssatouka. La transformation des produits de l'élevage et de la pêche est le domaine de spécialité de la société Solutions pour l'agroalimentaire en Afrique S3A. Une large gamme d'équipements est proposée par la créatrice de la société. Et je propose toutes les machines nécessaires pour la transformation de la viande, comme les hachoirs, les mélangeurs, les cutters, les poussoirs, les marmites électriques pour la cuisson, les fumoirs, etc. Et aussi le petit matériel, les tables de découpe, les couteaux et tout ce petit matériel qui est indispensable. Et aussi le matériel d'hygiène, parce que l'hygiène, c'est le nerf de la guerre dans le domaine de la transformation de la viande. La formulation d'ingrédients faisant également partie de son savoir-faire, Véronique Keller décline des mélanges pour chaque gamme de charcuterie, en fonction de l'espèce animale transformée. Et alors, quand je vends une installation, bien sûr, je me déplace sur place pour la mise en route, la mise au point des recettes, la formation du personnel, etc. C'est un partenariat gagnant-gagnant, j'accompagne les clients dans la durée. Véronique elle-même tient à former ses clients dans la mise en point des matériels. Pour réussir de bons produits avec un bon rapport qualité-prix, ce sont les ingrédients que l'on utilise. Donc là, par exemple, un mélange d'ingrédients pour faire des merguez qui permet, avec 7 kg de viande, de produire 10 kg de merguez. Le mélange est à base de protéines de soja, plus des épices et des ingrédients qu'on dit fonctionnels qui permettent de retenir l'eau et le gras. Et ça permet également que les saucisses ne diminuent pas à la cuisson, ce qui est un phénomène très courant.
Là, elles vont garder leur taille puisque le soja, pendant la cuisson, il va absorber le jus au lieu qu'il coule dans la braise. Et j'ai les produits, le même concept pour tous les autres types de produits, la viande hachée, les saucisses à griller, le saucisson à l'ail, le jambon, etc. La S3A est spécialisée sur le conseil et les fournitures pour la transformation de la viande et du poisson dans les pays africains. La société met toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne transformation de la charcuterie. Et c'est la fin de ce journal. Merci à Aïssa Touka, merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez scotchés sur la ITV, vos excellentes suites des programmes.